Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Maude. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On va parler du label Emmaüs et on va parler de l'organisation aussi et de la gouvernance de ce genre d'organisations qui sont assez méconnues finalement. Peut-être tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est que le label Emmaüs, parce que je suis pas certain, moi je connaissais pas par exemple, et je suis pas certain que tout le monde connaisse. Et oui, généralement tout le monde connaît Emmaüs, et encore trop peu de personnes savent qu'Emmaüs vend en ligne, donc c'est ça, label Emmaüs. C'est le prolongement en ligne du mouvement Emmaüs que tout le monde connaît, les fameux bric-à-brac où on peut acheter de tout. Des produits qui sont issus des dons que les Français ont pu faire à Emmaüs. Et donc label Emmaüs, c'est exactement ça, mais en ligne. Des produits d'occasion issus des dons qui ont été triés, mis en ligne par les compagnons, les compagnes, toutes les personnes en insertion accueillies dans le mouvement. Et 2 millions de produits désormais sur ce site. Et après, il y a plein d'autres activités dans la coopérative label Emmaüs dont on parlera certainement petit à petit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça devrait quasiment être, quand on a des produits à la maison, alors, soit quand on a des produits à la maison, c'est-à-dire qu'on souhaite les donner, on peut les donner directement au label Emmaüs, ou il faut aller chez Emmaüs, comment ça fonctionne? Alors on peut faire les deux. D'accord. On peut les donner évidemment aux Emmaüs comme on le fait. Donc il y a quand même 400-500 points de dépôt et de vente Emmaüs partout en France. C'est énorme comme maillage, donc il n'y a jamais un Emmaüs très loin de chez soi. Et ces Emmaüs vont trier pour mettre dans le bric-à-brac en grande partie, et puis ils vont trouver peut-être les petites pépites, ce qui un peu sort de l'ordinaire, parce que sur la label Emmaüs, ça va demander beaucoup de travail de mettre en ligne. Donc on va plutôt trouver des produits qui sont un petit peu rares, vintage, de collection. Ça, c'est pour tout ce qui est déco, mobilier. Après, il y a des produits qui sont plus communs. Les livres, par exemple, on a des centaines de milliers de bouquins à partir de 2 €, donc très accessible. Il y a aussi de l'high-tech reconditionné, donc là, c'est encore d'autres types d'Emmaüs qui vont faire tout un travail de réparation, reconditionnement, c'est garanti pendant 1 an, 2 ans, voilà. Donc il y a plein de types de produits différents et donc plein de types de structures différentes aussi. Et on peut donner en ligne. Alors ça, c'est un autre site qu'on a créé qui s'appelle Trema. Trema.co, TRE2MA.co. Et sur ce site, on peut donner en ligne un produit un petit peu comme on le ferait sur un site de petite annonce bien connu ou de vente entre particuliers. C'est aussi simple que ça. Voilà, on crée une annonce et on donne son produit à la solidarité. Et c'est vendu sur la plateforme label Emmaüs, aux côtés de tous les produits qui sont mis en ligne par les professionnels de la solidarité, que sont les Emmaüs. Mais du coup, ça devrait quasiment être un go-to, c'est-à-dire que quand tu penses à acheter quelque chose d'occasion, plutôt que d'aller sur d'autres plateformes, tu devrais penser à Emmaüs par défaut, en fait. Ça devrait être le premier endroit où tu vas et après, C'est exactement ce qu'on recherche. Alors, bien sûr, atteindre le niveau de notoriété que Emmaüs a. Bon, ça fait 80 ans que ce mouvement existe. L'abbé Pierre a été quand même pendant plus de 10 ans la personnalité préférée des Français. Voilà, c'est un niveau de notoriété qui est assez exceptionnel. Donc, ça va mettre du temps encore pour que tout le monde connaisse ce site. Mais après, on aimerait effectivement devenir un site de référence, un espèce de réflexe solidaire, écologique, parce que nous, en fait, on porte les 2 dimensions aussi fortement l'une que l'autre, finalement. Ce ne sont que des produits d'occasion, mais ce sont que des produits mis en ligne par des personnes en insertion aussi. Donc c'est pour nous un support d'activité pour former des personnes en situation de très grande exclusion pour beaucoup d'entre elles. Et donc ce soit une espèce de réflexe, tiens, j'ai besoin de ça, je vais d'abord regarder si c'est disponible sur label Emmaüs. Bon, il n'y en a pas, je peux même me mettre une petite alerte. Ce sont des produits uniques, donc il y a un jour il y en a, le lendemain il n'y en a plus. Voilà, ça change tout le temps. Et si je ne trouve pas, j'ai le droit d'aller regarder ailleurs. Mais d'abord, j'ai ce premier réflexe. Et aussi le réflexe du don, effectivement, parce qu'il disparaît, ce réflexe-là. Et ça, c'est très inquiétant. On a tellement l'habitude de revendre les produits de seconde main qu'on n'utilise plus. Pour s'acheter d'autres choses, souvent neuves en plus. Donc c'est bien aussi de continuer à donner, pas tout revendre, parce que si on ne donne plus, c'est Emmaüs qui disparaît. Et oui, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu disais, et en particulier, on va revenir sur la notion écologique, parce qu'en fait, c'est pas forcément clair pour tout le monde, mais le reconditionnement, ce que tu disais, il est fait en France, et c'est pas forcément le cas d'autres plateformes, je pense à Back Market, entre autres. Je suis pas certain qu'ils reconditionnent en France, par exemple. Et c'est ça aussi qui rend le produit beaucoup plus écologique. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, les plateformes de revente, c'est génial parce que ça fait de la seconde main, mais en même temps, le problème, c'est que effectivement, ça enlève des produits, entre guillemets, au circuit du don.
Et de l'autre côté, c'est pas forcément fait de la meilleure manière non plus. Enfin, en tout cas, pas la manière la plus écologique et la plus sociale possible. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, les plateformes numériques de seconde main, elles sont tout de même plus écologiques que des plateformes qui vendent du neuf. Hein, ça, c'est une évidence. Mais après, malheureusement, il peut y avoir un effet pervers. C'est-à-dire que déjà, elles vont mettre en avant des produits qui, effectivement, peuvent être reconditionnés en Chine comme en France. Et il n'y a pas une mise en avant plus forte de produits, par exemple, faits en France ou par des personnes aussi en situation de handicap ou en insertion. Tout est mis au même niveau. Les colis vont aussi voyager énormément. Hein. Vestiaire Collectif, par exemple, c'est connu pour avoir beaucoup de succès en Asie notamment. Donc, on est sur de la seconde main. On fait voyager ça partout dans le monde. On fait reconditionner des produits à l'autre bout du monde qu'on fait revenir ensuite. Donc ça, c'est un premier effet, évidemment, très vicieux tout de même. Mais c'est aussi que la plateforme de seconde main, elle est un petit peu comme une excuse à continuer à consommer comme avant. Par exemple, sur Vinted, aujourd'hui, les marques qui se vendent le plus et qui s'achètent le plus, c'est Shein et Zara. Oui. Voilà. Donc c'est de la fast fashion, voire de l'ultra fast fashion. Parce que quand on achète sur Shein, on ne peut pas être remboursé si ça ne va pas. Et donc on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ça coûte tellement pas cher de toute façon. Si ça ne me va pas, je le revendrai sur Vinted. En fait, on est carrément dans un truc d'arrière-boutique d'ultra fast fashion. Et là, ça devient hyper pervers, en fait, comme système. La seconde main, c'est pas grave, du coup, c'est de la seconde main, je peux continuer à surconsommer. La surconsommation de seconde main, ça reste de la surconsommation. Clairement, clairement. Et pour rassurer, parce qu'en fait, je ne sais pas si les gens qui écoutent ont l'habitude d'acheter chez Emmaüs, généralement, et peut-être chez Label Emmaüs. Mais c'est vrai que moi, j'ai été surpris de la qualité des produits. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, typiquement, si on prend, là j'ai un téléphone, si tu prends des téléphones, tu as des iPhones assez récents. Oui, en fait, c'est fou, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui te donnent des iPhones récents au Label Emmaüs pour qu'ils soient revendus derrière. Alors malheureusement, les iPhones, tout ce qui va être un petit peu cher, comme ça, surtout dans l'high-tech, hein, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des dons. Parce que justement, des plateformes numériques telles que Back Market ont tellement démocratisé la revente en fait, pour les particuliers que franchement, il n'y a quasiment plus personne qui donne ces types de produits. On est obligé de les racheter en fait. Hein, donc c'est des flottes qu'on va racheter d'occasion à des entreprises. Et donc après, il faut vraiment réussir à rentrer dans ces coûts aussi. Hein, parce que les structures Emmaüs qui vont faire ce travail de reconditionnement, elles le font qu'avec des personnes soit en situation de handicap, soit en parcours d'insertion. Voilà, donc elles ont une certaine productivité qui n'est pas la même qu'une entreprise classique. Et tout ça doit rentrer dans un modèle économique qui tient, dans un modèle où il n'y a plus de dons finalement, où il faut aussi racheter. Après, pour les autres produits, hein, la mode, les accessoires, le mobilier, les objets, les livres, etc., les Français continuent à donner beaucoup, de moins en moins de la qualité. Ça, c'est très clair sur, par exemple, la mode. Des plateformes type Vinted, Vestiaire Collectif ont un petit peu asséché le don de marques, notamment de belles marques. Donc, on a encore de beaux dons. Et surtout, on fait un travail de tri, de revalorisation, de réparation qui est minutieux. Et effectivement, ce qui va se retrouver sur Label Emmaüs, ça a pris 20-30 minutes à un compagnon pour vraiment faire toute l'annonce, chercher la bonne cotation sur Internet. Enfin, c'est un travail titanesque juste pour un produit. Donc les gens, effectivement, sont surpris. On se dit, on n'attend pas forcément Emmaüs dans le e-commerce. Donc déjà, ils sont surpris par l'offre, par la qualité de l'annonce. Et puis ensuite, ils sont surpris par le service client. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est aussi rapide que n'importe quel autre site commerce. Alors nous, il y a certaines choses qu'on refuse pour raisons écologiques et aussi parce qu'on n'a pas envie de maltraiter nos vendeurs. Hein, donc on livre en 3, 4, 5 jours. Il n'y a pas de livraison express en une journée. Ça, c'est un désastre écologique. Et les clients sont très contents comme ça. Mais surtout, on soigne vraiment très bien les colis. Ils prennent même beaucoup trop de temps à faire des colis. Du temps qu'on pourrait prendre à faire des annonces plus. Mais voilà, c'est très bien fait. Il y a très peu de casse, du coup. Et on a quand même moins de 4% des achats qui font l'objet d'un remboursement. C'est très très bas comme taux de rétractation en fait, de remboursement dans le e-commerce. C'est presque du jamais vu finalement. Et on a 4,2 sur 5 en notation client
de satisfaction, de personnes qui vont recommander le site à leur entourage. On est vraiment sur un très haut taux de satisfaction. Et vous avez un NPS super fort aussi. Comment ? Vous avez un NPS super fort, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On est à 9,2 sur 10. Ouais, ce qui est complètement... Ce qui est dingue, même dans des marques où il y a beaucoup d'affection, type Apple, ou voilà, on n'est pas à ces niveaux-là. Mais dans un colis label Emmaüs, il y a autre chose que l'objet, en fait. Le compagnon, il va toujours prendre le temps de faire un petit mot manuscrit. Voilà, d'écrire un petit truc. S'il sait un petit peu de l'histoire de l'objet, il va le mettre. Il va toujours ajouter un petit cadeau. Parce que dans un bric-à-brac, il y a toujours des milliards de choses. Donc, ça peut être un petit bijou, ça peut être la dernière fois. Moi, j'ai acheté une robe pour faire un cadeau à Noël à ma belle-sœur. Et ben, en plus, il y avait un bracelet, il y avait un collier. Voilà, c'est incroyable quand même. Quel marchand fait ça en ligne ? Aucun. Non, personne. On parle beaucoup d'insécurité en France. Et c'est même l'une des principales préoccupations des Français. On parle beaucoup de surpopulation carcérale. Et la réinsertion, en fait, alors je ne sais pas si vous faites de la réinsertion carcérale, mais j'imagine que ça doit faire partie de la réinsertion. Elle est hyper importante. Tu peux nous expliquer un petit peu, d'abord, pourquoi c'est important, et derrière, comment ça se passe ? Alors c'est vrai que le mouvement Emmaüs a cette image et c'est une réalité. On n'a pas forcément des chiffres très précis parce que nous, on ne fait pas ce type de suivi des personnes. En fait, quand on arrive dans le mouvement Emmaüs, le mouvement Emmaüs, c'est 30 000 personnes partout en France. On sait qu'il y a plus de la moitié des compagnons, au moins, qui n'ont pas de papier, par exemple. Mais on n'a pas de chiffres très précis parce qu'on accueille les gens sur vraiment une inconditionnalité, en fait. S'il y a de la place, on accueille les gens. Voilà. Donc les communautés, ce sont des lieux de vie et de travail. Il faut en accepter les règles du jeu. On va vivre en collectif, on va devoir travailler comme on pourra, mais on va devoir travailler et œuvrer pour ce collectif. Et ce sont les seules conditions. Voilà. Donc si on n'a pas de papier ou si on vient de la prison, si on vient de la rue, etc., ça n'a aucune espèce d'importance. Au contraire, d'ailleurs, on est là pour les personnes les plus exclues. Donc il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui sortent de prison et on a aussi beaucoup de travail d'intérêt général chez Emmaüs en général, que ce soit des mineurs, que ce soit des majeurs. Et en quoi c'est important ? Eh ben, je dirais ne serait-ce que pour l'efficacité de la réinsertion, tout simplement. La prison, elle a constitutionnellement deux obligations, protéger la société, bien sûr, punir, protéger la société, réinsérer les personnes. Il y a 40% de récidives en sortant de prison en France en général. Voilà. Donc on peut dire que c'est un échec, a priori, si on évalue l'efficacité du système sur ce taux-là. Et donc le mouvement Emmaüs a notamment développé pas mal de fermes d'aménagement de peine. Donc les personnes finissent leur peine pendant les 6 derniers mois, la dernière année par exemple, dans une ferme où ils vont faire du maraîchage, de l'élevage qui va être écologique, fournir des AMAP. Les personnes vont être quand même en placement extérieur, donc ils ne peuvent pas sortir comme ils veulent, mais leur famille peut venir les voir et ils vont tranquillement se réinsérer en travaillant, en étant utiles, en se reconnectant à la terre aussi. Donc ça c'est bien loin de l'activité e-commerce de Label Emmaüs, mais on est tout de même très intégrés les uns les autres. Label Emmaüs, c'est une des 300 structures Emmaüs en France. Donc nous, on va aussi avoir, bien sûr, des personnes qui vont être avec un bracelet, des travaux d'intérêt général, etc. Donc oui, c'est un axe très important pour le mouvement Emmaüs. Comment on fait parce qu'en fait, il y a plein de patrons de boîtes qui se plaignent des salariés. Alors, soit ils se plaignent du big quit, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas travailler ou qui quittent l'entreprise. Comment on fait pour gérer des personnes qui sont soit en situation de handicap, soit en situation de réinsertion ? Est-ce que c'est plus difficile, moins difficile ? Comment tu gères des humains de ce type-là, entre guillemets ? Je constate pas de difficultés particulières, au contraire.
Je pense que quand forcément on fait confiance à quelqu'un qui n'a pas beaucoup vécu de situations comme ça professionnelles, on a pu lui faire confiance, qui a même plutôt vécu l'inverse, qui a aussi vécu souvent des parcours scolaires assez catastrophiques, des décrochages, voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses compliquées, familialement, scolairement, professionnellement, etc. Et que là, on va avoir une forme d'exigence très claire, puisque une personne qui est en insertion chez nous, elle peut rester maximum 2 ans. Voilà, on a 2 ans ensemble, maximum, pour qu'elle prenne ses marques, qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle élabore son projet professionnel, qu'on cherche ensemble des formations, des employeurs chez qui elle va pouvoir faire de l'immersion, vérifier que son projet c'est bien ça, faire des stages, etc. Et 2 ans, ça passe vite, finalement, quand on a un parcours assez chaotique, voilà, professionnellement, voire parfois qu'on n'a jamais travaillé. On a beaucoup de personnes qui sont au RSA, qui sont au chômage depuis plusieurs années. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à réapprendre. Et finalement, le déclic vient assez vite parce que ce côté de on me fait confiance, j'ai une place, j'ai une vraie utilité. Et chez Emmaüs, la valeur travail, elle est essentielle en fait. On n'est pas du tout dans du caritatif. On ne fait pas pour les personnes, on fait avec les personnes. On partage un quotidien. Et donc les gens en insertion chez Label Emmaüs, ils font quoi? Ils sont chargés du service client, ils sont essentiels. Ils sont opérateurs e-commerce dans nos 2 entrepôts logistiques. S'ils ne sont pas là pour faire le picking, envoyer des commandes, etc. C'est tout le modèle économique qui s'effondre. Donc voilà, ils sont un rouage comme n'importe quel salarié et ils sont essentiels. Et ça, voilà, c'est l'estime de soi. Ça fait tout en fait. Notre problématique, c'est plutôt qu'ils n'ont plus envie de partir. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que vous ne faites pas de CDI. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de... Enfin, de ce que je comprends, c'est qu'il faut que ça renouvelle pour que vous puissiez réinsérer d'autres personnes et d'autres personnes et d'autres personnes. Donc, vous ne faites pas de contrat long, enfin, indéterminé en tout cas. Et en même temps... On en fait, hein, on a l'encadrement, bien sûr. On a 60 salariés chez Label Emmaüs et on a 20 personnes en insertion sur ces 60 salariés. Après, on va avoir 10, 15 alternants, stagiaires et puis tout le reste, ce sont des CDI. Voilà. Donc, on a tout de même un encadrement CDI, mais c'est vrai qu'il y a des postes qui sont dédiés à l'insertion. Et sur ces postes-là, on ne recrutera a priori jamais en CDI. C'est le but. Et en même temps, pour vous, c'est une difficulté assez importante. Ça veut dire qu'il faut repenser la machine à chaque fois, réintégrer les personnes, et ça prend du temps malgré tout. Ah mais nous, c'est schizophrénique, c'est-à-dire qu'on embauche des gens pour qu'ils partent. C'est ça. Et il faut faire tourner une entreprise comme ça. Donc bien sûr qu'il y a des postes clés qui sont occupés par des personnes permanentes, voilà, mais il y a des postes qui sont définis et tout est pensé pour que ce soit possible. Toutes les procédures de travail, on sait que par exemple il faudra X temps pour que la personne soit formée un minimum et qu'elle monte en compétences pour quand même délivrer le service qu'il faut délivrer quand on fait du service client ou de la gestion de picking, etc. On en a besoin de ces tâches-là. Et puis on sait qu'à un moment donné elle va partir et qu'il va falloir les renouveler. Tout est pensé comme ça finalement. Donc c'est particulier, mais ça demande une organisation et puis en même temps les personnes insufflent une énergie à la structure. Parce qu'elles sont redevables aussi, évidemment. Elles sont reconnaissantes et elles sont très attachées à la structure. Donc effectivement, la difficulté, ça va être qu'elles reprennent leur bagage et qu'elles poursuivent leur parcours, qu'elles comprennent bien que c'était qu'une étape dans leur vie, Label Emmaüs, mais que ça sera un socle qui restera pour toute leur vie ensuite. Et après, on prend vraiment soin que les personnes ne choisissent pas une voie professionnelle par défaut, en fait. Nous, on n'envoie personne chez Amazon ou dans ce type de structure. C'est pas parce qu'on fait du e-commerce que les personnes en insertion chez nous, elles sont vouées à travailler dans ces entrepôts inhumains. Au contraire, la plupart du temps, elles vont plutôt évoluer dans des domaines de l'économie sociale et solidaire, associatifs. Elles vont devenir elles-mêmes permanentes un peu. Et souvent, elles vont être amenées finalement à encadrer des personnes en insertion. Et il y a ce truc-là chez Emmaüs aussi. Aide-moi à aider. Je m'en sors parce que j'aide des personnes aussi, encore plus en difficulté que moi. Ça, c'est incroyable. Mais tu parlais tout à l'heure il faut adhérer aux valeurs.
C'est ça, hein, c'est l'expression que tu as utilisée, il me semble. C'est quoi les valeurs du label Emmaüs, pardon? Alors, les valeurs de label Emmaüs, c'est celles vraiment du mouvement Emmaüs en général. Hein. Donc, c'est des valeurs déjà d'entraide, de solidarité, de seconde chance. C'est essayer de toujours aider les plus exclus de notre société, en fait. C'est un mouvement qui est très militant, qui place aussi le plaidoyer au cœur de son action et qui est un petit peu omnibulé par son indépendance financière. On ne va pas voir Emmaüs demander de l'argent au grand public. Emmaüs l'a fait une fois en 80 ans. Allez, peut-être deux, parce qu'il y a eu Hiver 54 aussi, quand même, qui reste dans les mémoires. L'abbé Pierre qui a demandé voilà, la solidarité à la France entière. Et il y a eu une deuxième fois, c'est pendant la crise sanitaire. Parce que les communautés étaient fermées et que les compagnons ne sont pas des salariés, donc il n'y avait pas de chômage partiel pour soutenir, et les espaces de vente étaient fermés, voilà, donc il n'y avait plus de moyens financiers. Parce que sinon, Emmaüs, traditionnellement, hein, c'est quand même très peu de subventions publiques, très peu de subventions privées, et c'est vraiment juste la revente des produits qui assure tout l'accueil, quoi, toute l'action sociale. Mais ça, c'est très très important pour nous, parce que ça veut dire que cette indépendance nous permet, d'accueillir qui on veut, et qui aujourd'hui peut continuer à accueillir des personnes qui n'ont pas de papier, par exemple. Et c'est aussi cette indépendance qui nous permet d'ouvrir notre bouche et de dénoncer les injustices criantes de notre société. Voilà, et donc je pense que le label Emmaüs, ça s'inscrit dans ce socle de valeurs. Après, nous, on est une entreprise fiscalisée qui évolue dans un univers extrêmement concurrentiel qui est le e-commerce. Donc on essaie d'apporter ce plaidoyer-là dans cet univers sans pouvoir faire ce qu'une communauté Emmaüs peut faire au quotidien. Nous, on ne peut pas employer des gens qui n'ont pas de papier, on ne peut pas aller jusque-là. Mais on essaie de voilà, faire toujours de l'insertion avec des personnes qui sont le plus éloignées possible, de les amener vers un métier qui tout de même voilà, embauche aujourd'hui. Les métiers du numérique, de la logistique, c'est une vraie chance. Et en étant vraiment un contre-modèle à Amazon. C'est ça notre plaidoyer. C'est de dire on peut faire de l'économie, y compris dans un univers très concurrentiel, où le service client voilà, est attendu aux petits oignons. On peut le faire différemment, c'est possible. La preuve, nous on est tout petits, mais on montre que c'est possible. Je vais revenir, je vais peut-être te poser des questions bêtes, mais en même temps, je pense que c'est des questions que les gens se posent néanmoins. Est-ce qu'il y a un parcours d'insertion particulier pour les personnes qui sont justement en situation d'insertion? C'est-à-dire, comment tu les accueilles? Est-ce que c'est particulier ou est-ce que c'est comme un salarié classique? C'est un peu des deux, c'est-à-dire que ce qui va être un peu particulier, bien sûr, c'est tout de suite mettre la personne dans la perspective de l'après. Dès son embauche, voilà, on va lui dire écoute, on va commencer par un contrat de 6 mois. Dans ces 6 mois, l'objectif surtout, c'est que tu prennes tes marques, que tu apprennes le travail ici, tel qu'il est fait. Voilà. Mais après, on va tout de suite s'inscrire dans une perspective de sortie. Donc, on re-signera un contrat si tu veux continuer avec nous. Voilà. Mais dans ce contrat, on va vraiment travailler l'après. Donc on va avoir des entretiens très souvent, toutes les 2 semaines avec le salarié, sur l'optique de sortie, uniquement sur ça. Donc on a quand même une personne dans l'équipe qui est une chargée d'insertion professionnelle. Ça c'est un métier qui est vraiment spécifique à une entreprise d'insertion comme Label Emmaüs, qui n'existe pas ailleurs. Et ce métier-là, il est fait pour accompagner les personnes en insertion vers la sortie. T'as quoi comme problématique qui t'empêche d'accéder à un boulot? C'est peut-être la mobilité, le logement, voilà, tout un tas de choses sociales aussi, des papiers, etc. Donc on essaie de régler tout ça. Et en même temps, on se projette. Voilà, c'est un bilan de compétences en fait. Finalement, qu'on fait avec la personne, mais très régulier, avec des objectifs tout le temps, à court terme, comme ça, pour que la personne avance et fasse tomber les barrières. Et en termes d'organisation, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes organisé de manière assez classique, type pyramidale, ou est-ce que vous avez une organisation qui est libérée? Comment ça fonctionne? Alors, on n'est pas non plus une entreprise libérée, ça ce serait mentir, mais on est une coopérative dans notre statut juridique, et c'est pas qu'un statut, c'est une philosophie, c'est des valeurs aussi qui sont très liées à ce qui peut être collaboratif, horizontal, donc on est dans cette recherche-là permanente. Surtout le fait d'être une coopérative, donc on est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC.
Il y en a assez peu en France. Ouais, j'ai jamais entendu parler, effectivement. Il y en a 1000 à peu près, un peu plus de 1000. Mais c'est la mouvance des coopératives comme les SCOP, qu'on connaît un peu plus déjà. La différence, c'est qu'une SCOP, ce ne sont que les salariés qui sont partie prenante du capital. Une SIC, il y a les salariés qui sont partie prenante. Donc notre équipe, elle a 26% par exemple des voix en assemblée générale. Et elle a pas mal de sièges aussi dans les organes de gouvernance, conseil d'administration, etc. Donc ça, c'est pas rien tout de même dans le poids que les salariés ont dans la décision. Mais on a aussi ouvert notre capital à tout un tas de parties prenantes. Donc par exemple, un client, quand il achète quelque chose sur Label Emmaüs, il reçoit son petit mail « Merci beaucoup pour votre commande ». Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre une part du capital. Et à partir de 20 €, n'importe qui peut être sociétaire. Les structures qui vendent sur la marketplace doivent prendre des parts de capital aussi pour vendre. Donc en fait, c'est un site e-commerce qui appartient concrètement à ses vendeurs, à ses salariés, à ses acheteurs. Et ça aussi, c'est le contre-modèle complet à un Amazon. C'est du partage de valeur, du partage de pouvoir qui est placé vraiment au premier plan. On est 1400 sociétaires aujourd'hui. Notre capital, il fait un peu plus d'1 million d'euros. Et voilà, c'est chacun qui a apporté cette petite pierre au capital. Alors forcément, ça change beaucoup de choses quand même dans la façon dont on prend les décisions. Il y a une grande transparence. Bon, par exemple, une fois par trimestre, j'ai ma réunion d'équipe avec tout le monde, hein, qu'on soit en insertion, pas en insertion, ça n'a pas d'importance. Et je vais jusqu'à dire combien il y a sur le compte en banque. Enfin, c'est une transparence qui est totale. Voilà, on donne vraiment accès à toutes les informations. Tout le monde sait les échelles de rémunération. Elles ne sont pas très élevées chez nous. Ça va de 1 à 3. Et dans nos statuts même, on a inscrit que ça ne pourrait jamais être plus de 1 à 5. Là aussi, on a une certaine forme de radicalité. Et tu me disais en off juste avant que pour toi, ce serait ce format d'entreprise, ça serait sans doute le format de demain. Pourquoi tu penses ça? Alors, ce serait très utopique de ma part de penser que l'économie dans sa globalité va aller vers la coopérative. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être une lumière un petit peu dans le tunnel dans lequel on est. Parce que la coopérative, c'est très ancien, ça a 150 ans. C'est né de mouvements sociaux importants. Des salariés qui voulaient une meilleure vie professionnelle, une meilleure redistribution surtout des richesses. Et en fait, finalement, les thématiques qui avaient cours au moment de la naissance des coopératives, c'est vraiment celles qu'on entend aussi aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a l'environnement en plus. Mais justement, on voit bien à quel point les salariés aujourd'hui sont concernés par le sens de leur travail déjà à eux, et ensuite le niveau de responsabilité que l'entreprise dans laquelle ils évoluent va prendre en fait. Et donc demain, je pense qu'on ne pourra pas faire autrement que donner plus de place aux salariés dans la décision de l'entreprise au quotidien, dans sa gestion, dans ses orientations. Et ces salariés vont forcément amener l'entreprise à plus d'engagement, toujours plus d'engagement, de prise de responsabilité. Et je trouve que la coopérative, pour ça, est assez parfaite en termes de statut, finalement. Ça existe déjà, cette gouvernance collaborative à laquelle on aspire tant, surtout la génération qui arrive. Et je le vois aussi parce que y a plein de jeunes dans mon entreprise et qui sont bien. Contrairement à ce qu'on peut entendre de beaucoup de boîtes, des grosses boîtes du CAC 40, etc., qui se lamentent de ne plus pouvoir recruter, ou que les jeunes ne savent plus ce que c'est que travailler, et puis pensent qu'à une chose, c'est l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Oui, j'ai les mêmes chez Label Emmaüs, mais leur niveau d'engagement, il est sans faille. Et la fidélité, il reste bien longtemps sûr. Bien aussi. sûr. C'est quoi peut-être, je ne sais pas si c'est les problèmes, mais les enjeux que génère ce type d'organisation en termes de leadership pour toi? Parce que forcément, quand la décision elle est plus collégiale, on va dire, ça génère des nouveaux défis qui peuvent faire peur parfois à certains
Ils ont pas là, quoi, je veux dire. C'est pas simple. Pour moi, c'est pas simple. Je vais avoir 42 ans, donc je fais partie de la génération d'avant aussi, par rapport à tous ces jeunes qui sont arrivés chez Label Emmaüs et qui, justement, eux, naturellement, se reconnaissent dans cette gouvernance-là et poussent toujours plus les limites, justement, du collaboratif, de la transparence, de la décision collégiale, etc. Donc, moi, c'est pas naturel. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Accenture avant de rejoindre le mouvement Emmaüs. Ça fait 13 ans maintenant que je suis chez Emmaüs. Mais alors évidemment, c'est pas du tout ce que j'ai connu chez Accenture. J'imagine que non. Extrêmement pyramidal, mais tout en ayant tout de même un management très à l'américaine, donc où on fait confiance aux gens, on les fait monter très vite, ils ont tout de suite beaucoup de responsabilités. Donc voilà, tout de même, ça m'a très vite appris à travailler en équipe, à faire confiance aux personnes, à déléguer. Et si on veut monter, il faut que les autres montent. Hein, donc c'est vraiment ce truc à l'américaine, je trouve. Et après, en arrivant chez Emmaüs, c'était assez à l'ancienne, franchement. La façon d'évoluer, de traiter les salariés, etc. Voilà. Donc, il a fallu un peu se réinventer finalement chez Label Emmaüs. Et moi, au début, quand j'ai créé, en plus, c'est moi qui l'ai créé. Donc, c'est vraiment le syndrome du créateur. On a encore plus de mal à déléguer. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que il y a 6 ans, quand je l'ai créé, j'étais dans une forme beaucoup plus autoritaire de management. C'est évident. J'ai beaucoup appris au fur et à mesure. J'ai eu beaucoup de remises en question. Et finalement, c'est aussi... ça a été un peu une obligation. Quelquefois, la vie personnelle vient choquer comme ça la vie professionnelle et t'oblige à changer de logiciel. Moi, il y a quelques années, j'ai divorcé. Je me suis retrouvée avec mes enfants 1 semaine sur 2. Et cette semaine où je les avais, je voulais vraiment être consacrée à eux pleinement. Et pour faire ça, il a fallu forcément que je revoie complètement ma façon de fonctionner et de faire encore plus confiance, de déléguer encore plus. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a 1 semaine où à 5 heures, je suis à la sortie de l'école tous les jours. Forcément. Et le mercredi, je travaille pas. Et une autre semaine, je me rattrape un peu. Mais comme quoi, c'est possible aussi d'être chef d'entreprise avec 60 salariés. Alors, c'est pas une multinationale. Mais pour ça, il a fallu beaucoup déléguer, beaucoup faire confiance. Et je m'en porte pas plus mal, franchement. Non, parce que j'allais te poser la question justement de comment tu avais fait le mouvement d'un management entre guillemets plus ou moins autoritaire. Alors j'imagine plus ou moins quand même parce qu'en étant chez Emmaüs et puis même chez Accenture, si je me trompe pas, tu étais quand même plutôt dans le côté associatif. Non, alors c'est parce que ma dernière année chez Accenture, j'ai travaillé à la fondation. Ouais, c'est ça. Voilà, mais avant j'étais sur des structures tout à fait classiques. J'étais chez CGLEC où il y avait que des hommes dans le bâtiment. C'était particulier. Déjà, j'ai évolué franchement que dans des milieux très masculins. Aussi bien chez Accenture que chez Emmaüs, très masculin aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc là, je pense qu'on réinvente aussi quelque chose avec Label Emmaüs, puisque la tech, c'est pas connu pour être très féminisé. Non. Il y a quand même que 17% de femmes dans le monde de la tech. C'est quand même très inquiétant. Je veux dire, l'économie de demain est gérée à 17% par des femmes. Et encore, c'est les effectifs. Hein, c'est pas. Oui, on parle pas de la tête. Hein. La tête pensante. Nous, c'est l'extrême inverse. On est entre 55 et 60% de femmes. Et dans le comité de direction, il y a 5 femmes sur 7 personnes. C'était une volonté de ta part ou c'est arrivé comme ça? Je pense que non, je le conscientisais pas du tout, moi, au début. Je faisais peut-être partie un peu de ces femmes qui avaient jamais vraiment trop, finalement, expérimenté de l'exclusion ou de la discrimination parce qu'elle était une femme, ou jamais vraiment pris conscience de ça. Et puis le fait d'être dans cette posture d'entrepreneur, je me suis aperçue qu'on n'était vraiment pas nombreuses. Et effectivement, encore plus dans le milieu du numérique. Et là, on a commencé à me poser beaucoup de questions là-dessus, en interview, dans les rencontres. Mais alors, comment tu fais? C'est pas trop difficile, etc. Et là, j'ai pris conscience, en fait, que j'avais un petit rôle à jouer là-dedans pour juste démystifier les choses. Parce que moi, franchement, je suis pas du tout une numérique. J'ai créé cette structure pour Emmaüs, pour la solidarité.
c'était quelque chose qui manquait à Emmaüs, une vitrine digitale. Donc je me suis retroussé les manches et j'y suis allée. Mais à la base, je suis pas, j'ai pas de formation dans le numérique particulière ou voilà. Donc j'essaie aussi de diffuser ça, que tout le monde peut y arriver, et évidemment les femmes, et certainement que j'ai eu une attention particulière aussi dans les recrutements, à faire confiance à des femmes et puis à faire monter aussi beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en stage, en alternance, et notamment beaucoup de femmes que j'ai fait monter en responsabilité rapidement. Ok. Et pour revenir sur ma question, la manière dont tu as évolué dans ta relation à, je ne sais pas, c'est au pouvoir, mais en tout cas, en fait, de libérer, c'est uniquement lié à ta vie personnelle, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui font que tu as bougé? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui se disent, moi j'aimerais bien modifier mon rapport, bon, je ne sais pas si tout le monde se dit ça, mais j'aimerais bien modifier mon rapport, ou j'aimerais bien faire en sorte que ça bouge, mais en fait c'est pas forcément simple, parce que je sais pas comment m'y prendre, ou peut-être parce que mes collègues à côté, entre guillemets, eux, ils sont pas du tout prêts à changer, et du coup peut-être que je vais perdre de la puissance. Comment toi tu t'y es pris? Je pense vraiment tout de même que c'est à un moment donné l'équilibre pro-perso qui m'a poussée dans mes retranchements. Je pense que c'est ça qui a joué le plus, où à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation à avoir besoin des autres. J'avais besoin que mon comité de direction prenne toute sa place, parce que en fait, c'est grisant d'être à la tête d'une structure et d'être un peu la personne vers qui tous les regards se tournent quand il faut décider, arbitrer. Et en plus, dans le cas de la Belle Emmaüs, c'est une petite structure, mais qui a de la visibilité tout de même. Et donc j'ai eu pas mal aussi de demandes de podcasts, d'interviews, ce genre de choses. Donc on peut vite être grisé par tout ça. Et ça a été le cas, mais ça m'a aussi permis de voir que je pouvais pas tout faire en fait. Je pouvais pas être dans une représentation externe, tout en tout gérant en interne, dans du micro-détail, etc. Et puis ensuite, il y a eu des personnes qui n'ont pas hésité à me dire les choses franchement, en interne. Qui m'ont fait me remettre en question. Et puis après, je pense que c'est le milieu dans lequel j'évolue. L'économie sociale et solidaire, c'est un milieu où justement on essaie de réinventer les formes de management. Et j'ai eu aussi des exemples la Belle Emmaüs fait partie d'un collectif qui s'appelle Les Licornes, avec 2 O. Pas les mêmes. Évidemment, petit clin d'œil aux fameuses licornes de la tech. Et là, on va trouver de très belles structures comme Enercop, comme la Nef, Railcoop. Voilà, tout ça, c'est des coopératives qui gèrent des gros marchés. Enercop, c'est quand même, ils ont un sacré poids dans l'énergie. La Nef, est en train de devenir une banque de détail à part entière, etc. Et donc ça m'a inspirée de voir aussi comment ils géraient autrement, y compris dans une grosse structure. Donc peut-être le conseil que je donnerais aux personnes qui sont dans des formes un peu plus traditionnelles de management, c'est de s'inspirer d'autres secteurs. D'aller voir ce qui se passe dans l'économie sociale et solidaire, qui, je pense, est à la pointe, franchement, en termes d'innovation sur ces sujets. Sans pour autant tomber dans la caricature que certains peuvent se faire aussi de l'entreprise libérée. On n'est pas non plus obligé de couper la tête à tous les dirigeants. Non, c'est sûr. Il y a des éléments que tu peux partager, que tu as appris, enfin, je ne sais pas si tu en as d'ailleurs, mais parce qu'on ne s'est pas dit, tiens, on va faire une liste des différents éléments, mais est-ce que tu en as quelques-uns que tu pourrais partager, des choses que tu as apprises en regardant par ailleurs et que tu as peut-être appliquées? Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, d'ailleurs, c'est possible aussi. Que j'ai observé dans cette association chez Emmaüs ou dans l'économie sociale et solidaire. Dans l'économie sociale et solidaire, en général. En tout cas, ce à quoi je tiens le plus, moi je pense, pour la Belle Emmaüs, au-delà de toutes ces valeurs évidemment d'impact social, environnemental, qui sont notre boussole, quoi. Nous, c'est ce qu'on poursuit. C'est d'expérimenter, d'innover. Alors parfois, ça a pu nous jouer des tours.
Peut-être qu'on est parti dans beaucoup de directions, que certains ont pu considérer aussi qu'on se perdait un petit peu en cours de route. Et en même temps, c'est comme ça qu'on va découvrir des choses et qu'on anime une équipe, en fait. Et que moi, j'ai vraiment recruté des personnes un peu à mon image, qui sont des petits entrepreneurs. Voilà, Bérénice, qui est dans mon comité de direction aujourd'hui, qui est responsable d'un entrepôt logistique de Label Emmaüs. Elle est arrivée parce que sur LinkedIn, elle m'avait envoyé un petit message en me disant je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire dans le monde des salons professionnels sur le développement durable. C'est que du neuf. Quand on fait un salon à Porte de Versailles, on met de la moquette neuve pendant 2 jours, on l'enlève, on la jette, ça n'a aucun sens. Et voilà. Et elle était dans ce secteur en fait des achats pour les salons, etc. Et elle voulait faire quelque chose d'éco-responsable. Bon, on déjeune ensemble et je dis bon bah tentons. Ça n'a rien à voir avec ce que fait Label Emmaüs. Ouais, on fait du e-commerce, c'est une marketplace, ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé son idée innovante et je me dis, effectivement, il n'y a personne qui le fait. On peut tenter quelque chose. Et donc, elle a rejoint l'équipe comme ça. Elle est allée chiner chez Emmaüs des produits. On a fait un stock de location qui est toujours aujourd'hui une activité qu'on a, qui est à disposition sur notre site. Et voilà, des entreprises qui veulent faire un séminaire, un salon, aussi, voilà, elles peuvent faire appel à nous. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans l'équipe. Et, donc et ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Et dans mon comité de direction, ce ne sont que des personnes qui gèrent finalement un petit peu leur petite entreprise à l'intérieur. Après, tout mon travail, c'est de les faire communiquer les unes avec les autres. Parce que le risque de ça, c'est d'être en silo, bien sûr. Et donc, ce que m'a apporté Accenture, c'est notamment la capacité à gérer un projet, une équipe et à faire vraiment travailler les gens en transversalité. Ça, c'est très, très compliqué. Mais je pense que si on arrive à la fois avoir une dynamique de gestion de projet, de façon permanente comme ça, qui amène les gens à travailler en transversalité et en même temps innover en testant tout un tas d'activités qui ont un fil rouge commun, mais pas forcément non plus exactement la même activité. On maintient les gens aussi dans une dynamique de création et qui les épanouit en fait. En fait, ils sont extrêmement autonomes dans ce que tu décris. Ils sont autonomes, mais ça se travaille tout le temps. Quand même, il y a des aspects pour lesquels ils le sont moins et qu'on travaille et qu'on va continuer à travailler, notamment la gestion budgétaire, voilà ce genre de choses. Je veux vraiment que chacun puisse gérer complètement son pôle, son équipe et que finalement, moi, je dois être la personne qui j'ai la vision 360 de toutes les activités et je dois avoir le réflexe quand il y en a une qui me parle d'un sujet de dire « Ah, tu devrais en parler à un tel parce qu'il a la même problématique et là, vous pourriez peut-être appeler cette entreprise, lui proposer quelque chose ensemble comme service. » Enfin, voilà. Je dois être là que pour soi, moi, finalement. La vision, à 5-6 ans, toujours quand même un petit peu lointaine. Et voilà, les connexions les uns par rapport aux autres. Et puis après, à faire en sorte qu'ils aient confiance en eux pour gérer en autonomie leur activité. C'est quoi la place de l'erreur au Label Emmaüs? Parce que ce que tu disais, parfois on se plante, parfois on va trop loin, etc. Mais du coup, comment vous gérez les erreurs ou pas les erreurs, je pense que c'est plutôt les échecs au final qui sont intéressants. Comment vous les gérez? Ou comment toi tu les gères? Bah déjà, je pense que si moi j'essaie de faire preuve d'exemplarité et donc de reconnaître mes propres échecs et je n'ai pas trop de mal à le dire, je pense, à mon équipe quand déjà, j'ai besoin d'elle, 2, j'ai des incertitudes et je vais avoir un réflexe assez naturel tout de même de provoquer une réunion comme ça ad hoc sur un sujet où je dis bon bah voilà, là je suis perdue en fait, là il y a du pour, il y a du contre, je sais pas, donc prenons la décision ensemble, ou en tout cas alimentez-moi pour que je réussisse à l'apprendre. Et donc si ça déjà je suis capable de le faire, naturellement ils vont se sentir plus libres aussi, je pense, de reconnaître leurs propres erreurs. Après je pense que par rapport à une structure, bon peut-être que je compare à des choses qui sont très extrêmes, comme un grand cabinet voilà, de consulting mondial tel qu'Accenture, mais on n'a pas du tout le même rapport
à l'excellence. Je trouve que ces entreprises ont subi une telle pression. Et nous aussi, on a de la pression de réussir notre mission, d'être utile. Et puis on a aussi cette conscience qu'il y a tellement de choses à faire, qu'il y a tellement de personnes à aider, qu'il y a tellement de choses à faire pour la planète que c'est une pression naturelle qu'on a en permanence, de jamais faire assez, d'être une goutte d'eau, on a des formes de découragement parfois, voilà, qui sont pas évidentes, mais en revanche, les uns les autres, on est là les uns pour les autres. Et il y a des personnes qui ont pu faire des burn-out, on leur a laissé le temps de se remettre, on a été là pour eux, ils ont pu se relancer, d'autres, ils ont préféré partir, mais c'est possible en fait de retrouver sa place même après des grandes difficultés dans la structure. Et ça, j'ai l'impression que c'est rare quand même, quoi. Aujourd'hui, souvent les entreprises, elles peuvent broyer les individus. Bien sûr. Mais en fait, l'individu, il n'est pas vraiment au centre, en général, de l'entreprise. Enfin, et c'est dit, bien sûr, dans la presse, un peu partout, dans les interviews, mais dans la réalité, en fait, l'humain, c'est un numéro et on essaye d'en tirer le plus de jus. On le presse jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, quoi. Nous, on tombe presque dans l'extrême un peu inverse parfois, c'est qu'on dessine un petit peu les postes autour des personnes. Ouais. Parce qu'une personne, à part si elle fait des choses très très graves, elle est souvent quand même très attachée à Label Emmaüs, très engagée, et on lui doit aussi de l'aider à trouver sa place, même si tout n'est pas parfaitement fait. On va aussi essayer de dessiner le poste autour de la personne, autour de ce en quoi, là où elle est forte, et peut-être lui retirer certaines tâches où elle y arrive moins, ou en tout cas réfléchir à des formations pour qu'elle y arrive, etc. Enfin, on va pas se dire cette tâche doit être faite, cette personne n'y arrive pas, on enlève la personne, on garde la tâche. En fait, c'est l'inverse. D'accord. Et le salaire, parce qu'en fait, tu faisais référence au fait que vous n'aviez pas des gros salaires. Le sens que vous apportez aux personnes, aux salariés, au final, il est suffisamment fort pour que le salaire ne soit pas un problème ? Comment ça fonctionne ? Franchement, j'ai peu de revendications à ce niveau-là, sûrement parce que les personnes qui sont là savent, justement, avec ce niveau de transparence, elles savent très bien à quoi s'en tenir. Après, on travaille sur d'autres formes de rétribution. Par exemple, on a une semaine à 90% qui est payée 100%. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Donc ça revient quand même à un jour toutes les 2 semaines offert, ou une demi-journée par semaine offert par l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 1 an, justement pour compenser le fait de ne pas pouvoir augmenter beaucoup les salaires. Et ça n'empêche pas d'avoir effectivement des personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs, de commerce, de très bonnes formations, qui viennent travailler chez Label Emmaüs en toute connaissance de cause et qui restent. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je pense qu'on a toujours cette logique de la carotte et du bâton dans beaucoup de boîtes. Et en fait, ce que vous faites chez Label Emmaüs et chez Emmaüs de manière générale, c'est quasiment un contre-exemple, en fait, de dire, et aujourd'hui, ce que tu disais, ça attire beaucoup les jeunes diplômés au final. Donc, Oui, après c'est vrai que forcément les personnes qui vont venir travailler à Label Emmaüs sont peut-être dans un mode de vie assez sobre aussi. Donc moi je gagne 3 fois le SMIC. Aujourd'hui, donc forcément, comme je suis en haut, ils gagnent tous moins que ça. Aujourd'hui, des personnes qui sont au comité de direction de Label Emmaüs, ils sont à 40 annuels. C'est quand même vraiment pas beaucoup pour être responsable d'une équipe de 8-10 personnes, voire quelques fois plus. Et en étant sorti de très bonnes formations, de très bonnes écoles. Mais c'est parce que c'est des personnes qui, avec ce niveau-là de rémunération, réussissent à avoir une vie décente et se satisfont, en tout cas pour l'instant, de cette vie-là. Et il y en a qui ont des enfants et qui ont des contraintes financières aussi. Mais le jeu en vaut la chandelle, disons. Oui, bien sûr. La dernière question que je voulais te poser, c'est sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, le Label Emmaüs, c'est un projet entrepreneurial à l'intérieur de Emmaüs. Comment ça se passe de créer un projet entrepreneurial à l'intérieur d'une association comme Emmaüs? C'est quelque chose. Ça n'a pas été un projet très simple à amener, mais il y a eu plein de personnes qui m'ont soutenue et qui ont été aussi ambassadrices du projet avec moi.
Mais c'est vrai que, franchement, un mouvement comme Emmaüs, mais je pense plein d'associations et d'entreprises d'ailleurs, ce serait la même chose. Hein. Le digital, le numérique, ça fait peur. Et on l'associe à la perte du lien social. Alors voilà, chez Emmaüs, c'est le centre de tout. C'est même diabolisé en fait. Hein. Donc il y a des personnes qui ont été extrêmement choquées qu'on amène une dimension e-commerce au sein d'Emmaüs, qui vraiment pour elle, on n'avait rien à faire dans cet univers-là. Et donc, bon, moi j'ai essayé évidemment de rationaliser un peu le débat. Hein. Bon, bah, c'est pas ma passion à moi non plus, hein, mais aujourd'hui, un jeune, il va passer 3 à 4 heures sur les réseaux sociaux. On peut s'en lamenter. Hein, on peut aspirer à une autre société, mais c'est un fait. Voilà, donc si on veut être dans les esprits, on veut parler aux futurs donateurs, aux futurs acheteurs, aux futurs salariés, bénévoles, etc., qui vont s'engager à nos côtés pour réinventer un autre monde, une autre économie. Il faut bien utiliser tous les outils à disposition pour communiquer avec les gens. Donc voilà, ça a été une conduite du changement très longue. Il a fallu une bonne année pour... je suis passée 4 fois en conseil d'administration d'Emmaüs France, en prenant le sujet, voilà, petit à petit. Voilà comment ça fonctionne, le e-commerce, quelles sont les forces en présence. Nous, si on y allait, voilà un petit peu le concept, le positionnement qu'on pourrait avoir. Ensuite, voilà comment les structures Emmaüs pourraient s'y retrouver, comment elles pourraient vendre sur cette marketplace, quel lien on pourrait avoir entre le central et puis le terrain, quels sont les tarifs qu'on pourrait avoir, les commissions, qui vont être nos partenaires, vont nous aider à développer tout ça. Vraiment, ça s'est fait très progressivement. Et puis, on a eu une évaluation. Quand on s'est lancé, c'était censé être une expérimentation pendant 1 an et demi. On a eu toute une évaluation sur notre impact social, environnemental, pour bien vérifier qu'on était en droite ligne avec les valeurs, etc. d'Emmaüs. Et puis, voilà, passer un petit peu ce test, on a eu droit à continuer notre chemin et à grossir et à embarquer plus qu'Emmaüs, hein, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, il y a 175 structures qui vendent sur label Emmaüs, et il y a aussi des ressourceries, la Croix-Rouge, Envie, c'est tout l'associatif, en fait, hein, qui peut vendre sur label Emmaüs. C'est génial, parce qu'en fait, tu dis c'est long, et en même temps, c'est génial parce que tu pars d'un point où le digital, c'est quasiment un no-go total, jusqu'à le créer, et finalement, 1 an, moi, ça me paraît... relativement, enfin pas court, tu vois, c'est quand même, voilà, faut le faire, mais c'est quand même assez fluide, enfin l'air de rien. Après la conduite du changement 6 ans plus tard n'est pas terminée. Non, j'imagine. Parce que autant sur l'aspect achat, je pense que désormais plus vraiment, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes chez Emmaüs qui continuent à considérer que label Emmaüs représente une menace pour l'Emmaüs traditionnel, mais ça a été le cas quand même, parce qu'ils se sont bien aperçus au fur et à mesure des années que c'est pas label Emmaüs qui met en danger le modèle traditionnel d'Emmaüs, qu'au contraire, c'est un relais de croissance, la vente en ligne. Mais par exemple, sur le fait de donner des produits en ligne, il y a encore beaucoup de craintes. Quand on a créé le site Tréma où les gens peuvent donner en ligne, quand on va demander à quelqu'un en externe, naturellement, il va trouver ça super qu'on puisse donner ses produits en physique et puis aussi en ligne. C'est une réponse moderne au don. Mais en interne, ça a été très très mal vécu. Parce que de nouveau, il y avait la peur qu'un site, un aspect digital, détruise l'acte de donner en physique aux structures. Et voilà, et tout est comme ça en fait. Chaque pas dans ce nouveau monde qui est le numérique fait peur entre guillemets à l'ancien monde, qui est tout aussi moderne en plus. Enfin, moi, je trouve que la forme la plus merveilleuse et moderne qui existe chez Emmaüs, c'est la communauté. C'est cet endroit où on tape à la porte et on peut être accueilli, mis à l'abri, quel que soit son parcours, son profil, ses origines. Qu'est-ce qu'il y a de plus moderne que ça finalement? Notre société, elle a besoin d'abord de ça, plus que d'un site internet. C'est sûr. Moi, j'ai créé ça pour justement qu'on parle d'Emmaüs, qu'on n'oublie pas Emmaüs et que toute l'attention puisse revenir à ces formes traditionnelles qui détiennent finalement toute la vérité. C'est quoi les prochaines étapes, si tant est qu'il y en ait, hein, je ne sais pas si... comment tu envisages la suite pour le label Emmaüs?
On a levé un petit peu de fonds là, on finalise une petite levée de fonds, alors rien à voir avec les levées de fonds de centaines de millions, 450 millions pour Back Market il y a un an, 350 millions pour Vestiaire Collective. C'est tout de même dans cet univers-là qu'on évolue, hein. C'est assez dingo quand on y pense. C'était concurrent en tout cas. Voilà, c'est quand même les concurrents directs. Donc nous, on a cette notoriété d'Emmaüs qui remplace des millions, et puis notre énergie. Mais sinon, on réunit 2-3 millions là sur ce début d'année pour avoir un peu plus de moyens quand même, parce que c'est vrai qu'on a jusqu'à présent fonctionné avec un budget annuel de 30 000 € en communication. 30 000 €. Voilà. Ouais. Donc, on a quand même. tous les gens qui font de la com. Voilà, petit message. On finit l'année 2022 avec 8 millions de sessions sur notre site quand même. Donc, on a finalement développé une audience qui n'est pas si mal avec 30 000 € par an. Ouais. Il y a un moment donné, ça ne suffit plus. Donc là, on a du budget pour faire du payant, de la publicité. Et essayer de toucher des couches de population qu'on ne touche pas naturellement comme ça. Aussi faire beaucoup plus de développement informatique. Il faut que ça va tellement vite dans ce secteur. Faut imaginer que pour l'instant, notre équipe de développeurs, c'est 3 personnes. Donc voilà. Là, on veut développer une app. C'est quand même ce qui nous manque forcément. Et puis ensuite des projets logistiques aussi. Donc on a 2 entrepôts, un dans le 93, un dans le 47, dans le Lot-et-Garonne. Et on veut faire grossir les capacités logistiques de ces lieux pour avoir encore plus de produits à mettre en ligne. Bien sûr, pour développer. Super. Merci beaucoup de ta sincérité, Maud. Merci pour notre échange. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté, regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast ou à mettre des commentaires. Je serais ravi de les lire. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.